Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour à vous qui êtes à l'écoute. Ici Chantal Doré et à nouveau cette semaine, deux héroïnes anonymes, deux femmes qui viennent en aide aux plus vulnérables, qu'ils aient besoin de remplir leur frigo ou d'être davantage investis dans leur communauté. En première partie, nous recevons Véronique Sawyer du comptoir alimentaire Drummond. Si cet organisme était une entreprise, elle serait heureuse de voir la demande de ses services augmenter tout en rejoignant de nouvelles clientèles. Mais pour beaucoup d'organismes communautaires, c'est plutôt l'inverse qui arrive. Le comptoir alimentaire Drummond a vu le nombre de travailleurs ayant recours au panier alimentaire augmenter de 102 % entre 2019 et 2023. Une clientèle qu'on aurait souhaité ne pas vouloir dans nos locaux. Locaux qui, par ailleurs, connaissent eux aussi leurs problématiques. Alors, nous discuterons de tous ces défis que doit relever Véronique Sawyer et son équipe au sein du comptoir alimentaire Drummond. En seconde partie, nous prêtons l'oreille aux défis propres aux jeunes de Chicoutimi. La corporation Les Adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi, qu'on appelle AVQC, a développé une approche unique mêlant l'animation et l'intervention. Grâce aux activités sur le terrain et en nature, la VQC réussit à faire de la prévention auprès des jeunes pour contrer la délinquance, la drogue, l'alcool, le décrochage scolaire ou le vandalisme. La directrice Audrey Chartier nous parlera des petits miracles du quotidien et des nombreux projets créés avec les jeunes pour favoriser leur intégration dans la société. Pour faire en sorte de transformer ce qui pourrait être un méfait en projet stimulant. C'est le menu des héros anonymes cette semaine et c'est un plaisir d'être avec vous à nouveau. Après la pause, notre première invitée, Véronique Sawyer du comptoir alimentaire Drummond. On sait malheureusement que les comptoirs alimentaires un peu partout au Québec ont connu une hausse de leur fréquentation et malheureusement, ce sont désormais de nouvelles clientèles qui fréquentent ces lieux de dernier recours et on reçoit la directrice du comptoir alimentaire Drummond, Véronique Sawyer, pour parler malheureusement de cet état de fait, mais surtout de toutes les énergies extraordinaires qu'elle et son équipe mettent de l'avant pour faire en sorte d'aider ces personnes à mieux s'intégrer dans la société avec un bedon bien rempli, parce que ça commence toujours par là. Bonjour Véronique. Bonjour Chantal. J'ai nommé d'entrée de jeu des statistiques un petit peu effarantes d'une nouvelle clientèle qui sont des travailleurs, donc des gens qui ont un emploi et qui recourent au panier alimentaire. On parle ici d'une augmentation de 102 % entre 2019 et 2023. Est-ce que ça vous a surpris, cette augmentation-là? Non, pas du tout. Même que nous, on a dû modifier nos heures d'ouverture pour répondre à la clientèle qui travaille là, de jour, donc qui ne pouvait pas se présenter sur place. Parce que, ça fait combien de temps que le comptoir alimentaire existe? Le comptoir a 34 ans. 34 ans. Et auparavant, brossez-moi un petit peu un portrait là, de la clientèle à laquelle vous étiez habitué. En fait, on avait surtout des gens qui étaient sur l'aide sociale et que, il y avait une coupure de prestations, soit parce qu'ils avaient fraudé, soit parce que tout à coup, il y avait une dépense inusitée là, à faire, donc il arrivait moins. On avait aussi des gens malades et des gens là, qui avaient beaucoup d'endettement. Puis les familles monoparentales. Mais là, actuellement, oui, beaucoup plus de travailleurs,
beaucoup plus de personnes âgées. Ça aussi, c'est nouveau. Et beaucoup plus d'immigrants. Donc, c'est comme 3 volets, là. Oui, bien, malheureusement, c'est ce qu'on entend à peu près de tous vos collègues directeurs d'organismes communautaires là, qu'on entend à ce micro. Ce sont trois clientèles qui n'étaient pas nécessairement des adeptes ou des clients, des bénéficiaires services de comptoir alimentaire. Oui. Je vais peut-être faire une précision ou vous entendre sur cette précision-là, Véronique. Oui. Vous parlez des gens de l'aide sociale qui ont peut-être commis une fraude ou une dépense inattendue, mais dans un contexte là, où on en a vraiment besoin. Il n'y a pas de dépense nécessairement inattendue, pas de fraude. Il reste que de nos jours, vivre avec l'aide sociale, c'est peu. C'est très peu. Est-ce que augmenter l'aide sociale est une solution? Je ne le sais pas parce que faut savoir que l'aide sociale, il y a aussi les contraintes sévères à l'emploi. Ces gens-là, donc, ne peuvent absolument pas travailler. Le montant est vraiment plus élevé que l'aide sociale de base, là. Mais dans un contexte qui a plus ou moins d'emplois disponibles selon les compétences, c'est sûr que il n'y a pas beaucoup d'options pour ces gens-là. Donc, s'ils n'ont pas accès à un HLM, puis ils se retrouvent avec un loyer à 800 $ et plus, ben c'est certain qu'ils n'arrivent pas, là. Oui, bien, rappelez-nous un petit peu là, les montants de l'aide sociale là, pour mettre tout le monde au même diapason. Oui, ben en fait, je pense qu'on est rendu à un montant autour de 800 $ pour les personnes seules. Par mois? Par mois. Oui. Et on doit avoir proche un 1200 pour les personnes qui ont une contrainte sévère à l'emploi. Ce qui est très difficile d'obtenir d'ailleurs. La contrainte sévère à l'emploi, là, c'est très difficile. Okay. Mais malgré tout ça, c'est un 400 $ de plus. Ben oui. Et là, même le 800 $ par mois que vous évoquez pour un appartement, c'est même, c'est même le minimum presque à ce qu'on observe. Parce que j'imagine que c'est un des facteurs qui explique aussi la hausse de vos services, qui est l'augmentation des prix des logements. En fait, je dirais que c'est la cause première en ce moment. Là. Depuis les 2 dernières années, c'est la première cause parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a quand même une dizaine d'années, nous, on fait un suivi avec chaque personne qu'on reçoit et on va voir un peu au niveau des finances, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Il y a 10 ans, facilement, on pouvait dire, ben écoute, ton loyer est trop cher, faudrait que tu trouves autre chose. Maintenant, ce n'est plus une option. On dit, en fait, si tu as un logement, fais juste le garder. Il y a quelques années, il y avait eu un débat sur le fait que les personnes d'aide sociale étaient comme... bon, je vais utiliser le terme puni, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais lorsqu'ils décidaient de partager leur logement avec quelqu'un, comment ça en est au niveau de la loi maintenant? Parce que je me dis, ça prend plus de solidarité avec des montants de cette nature-là. Oui, ben en fait, de toute façon, ils doivent le déclarer s'ils sont en colocation. Et quel impact ça a sur les montants? Ben d'après moi, ça doit être au niveau du retour d'impôt à la fin de l'année. Ils vont recevoir moins parce que les dépenses sont considérées comme scindées en deux. Mais même s'ils reçoivent moins, c'est la meilleure option. Même un travailleur qui habite seul ne peut plus joindre les deux bouts parce que le fait d'être seul, d'absorber toutes les factures seul, c'est impossible. Oui. À quel moment vous avez commencé à avoir une modification là, dans votre clientèle? Vous nous avez parlé de 3 clientèles qui n'étaient pas là avant, soit les personnes âgées, les immigrants, les travailleurs. Expliquez-nous un petit peu l'historique de tout ça là, quand vous avez vu apparaître ces 3 nouvelles clientèles. En fait, la première qui est apparue, je dirais, il y a peut-être 2-3 ans, mais ça va avec l'augmentation du coût du logement là, qui a bondi dans les 2 dernières années. Fait qu'on a les papas qui ont la garde des enfants une fin de semaine sur 2. Donc, c'est des travailleurs, mais ils n'ont pas le droit aux allocations familiales. Ils doivent donner une pension alimentaire. Et la fin de semaine, ils ont un loyer souvent à 1200-1300 $ pour la fin de semaine qui ont les enfants. Ils doivent avoir une chambre ou 2. Donc,
quand ils ont les enfants cette fin de semaine-là, ils n'ont pas assez de sous là, pour les nourrir. Mais les mamans, est-ce que c'est parce qu'elles étaient déjà malheureusement dans ce même type de famille-là, elles étaient déjà, je vais employer, elles étaient déjà bénéficiaires de vos services? Oui, exactement. Okay. Les mères, ça fait très longtemps là, qu'on les a. Donc, il y avait déjà cet écart-là, homme-femme, quand on parle des salaires, mais là, vous constatez que les hommes aussi, les papas, dans ces tranches de famille-là, ils ont recours. Oui, effectivement. Donc, c'est souvent juste la fin de semaine qu'ils ont les enfants, mais c'est aussi des papas qui ne feront pas d'activité avec leurs enfants parce qu'ils font juste arriver. Tandis qu'à l'époque, ils pouvaient avoir un loyer à 800 $, ben il y avait un lousse. Ils étaient capables de les nourrir, puis même de payer d'autres factures là, pour la maman si l'enfant voulait jouer au hockey, faire des cours de théâtre. Il y avait des possibilités. Là. Est-ce que, je vous pose une question à brûle pour point, mais c'est un volet là, qu'on ne nous a pas nécessairement dit là, dans d'autres organismes communautaires, mais vous me faites réaliser que avec la hausse des séparations, est-ce qu'il n'y a pas un certain frein aussi au logement? Parce qu'effectivement, si on veut accueillir nos enfants, ça nous prend des plus grands appartements. Donc, ça fait en sorte que les appartements de 2 puis 3 chambres sont davantage aussi convoités. Oui, sont davantage convoités, puis ça va aussi avec l'arrivée en grand nombre de demandeurs d'asile. Ces gens-là, souvent, c'est des gens qui ont une grande famille. Donc, un 3,5 ne convient pas. Ils vont probablement, on sait là, dans certains cas, c'est mieux ça que rien, mais s'ils peuvent avoir un 4,5, 5,5, 6,5, c'est sûr qu'eux aussi ont un besoin à ce niveau-là. Écoutez, Véronique, je ne vais pas creuser davantage le volet immobilier, là, c'est pas votre domaine, mais je voulais emmener un petit peu de contexte. Il reste que, on dit souvent dans la pyramide des besoins, c'est se loger, se nourrir. Alors, vous êtes pile poil dans ces besoins-là. Parlez-nous de votre offre exactement du comptoir alimentaire Drummond. Oui, en fait, nous, peut-être ce qui nous distingue des autres, c'est vraiment que nos gens qui ont besoin d'aide sont reçus par un intervenant, un intervenant formé, donc qui va prendre le temps avec la personne de démystifier qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont besoin d'aide alimentaire et va aussi leur présenter toutes les pistes de solutions possibles pour améliorer sa situation. Donc, vraiment, notre objectif, c'est qu'il soit chez nous le moins longtemps possible. Donc, on va lui parler, des cuisines collectives, mais des fois, c'est juste une question d'éducation. On a des gens qu'on se rend compte que, ils payent 100 $ de forfait de téléphone cellulaire par mois. Puis on leur dit, hey, il y en existe des super bons à 30, puis ils ne savaient pas. Donc, tu sais, il y a toute une éducation à travers ça. Puis, ils vont faire un suivi au rendez-vous prochain. Donc, est-ce que tu es allé voir pour faire ton budget avec tel organisme? Est-ce que tu as appelé pour avoir la location logement? Donc, ça permet à la personne de retrouver le plein pouvoir sur sa vie et de développer son autonomie alimentaire et financière. Donc, ce que j'entends, c'est que peut-être certains comptoirs alimentaires, on y va simplement pour la distribution, mais vous tentez de comprendre pourquoi cette portion-là de leur budget, dans leur budget total, là, de voir est-ce qu'on est capable de couper ailleurs et de faire en sorte que, conséquemment, le budget alimentaire peut augmenter. Oui, j'aime bien l'approche. Oui, puis c'est aussi une façon de les ramener à leur responsabilité, à faire des bons choix et y aller aussi avec le niveau de vie. Des fois, quelqu'un qui est en moyen, s'il faut qu'il baisse son niveau de vie pour pouvoir s'alimenter, je pense qu'il faut être prêt à faire des sacrifices. On souhaite que ça soit pas pour toujours, là, mais ça va un peu avec ça. Fait qu'il y a un gros volet éducation, sensibilisation et vraiment de motiver ces personnes-là à retrouver un équilibre.
parliez de cuisine collective. Est-ce qu'il y a une éducation aussi à apprendre à cuisiner? Parce qu'on le sait, les aliments transformés coûtent plus cher, les livraisons coûtent plus cher, mais si on n'a pas appris justement à faire des recettes santé qui ne coûtent pas trop cher, mais on peut avoir recours à des produits qui, malheureusement, puis là, sans rentrer dans tout le système, mais il reste que il y a d'avoir accès aussi à des endroits où les aliments coûtent moins cher. Donc, c'est complexe, tout ça. Oui, en fait, on a remarqué là, la nouvelle génération, je dirais peut-être les 18-30 ans qu'on a comme usagers ne savent pas cuisiner. Utilisent beaucoup le micro-ondes ou les repas tout faits. Ouais. Donc, les cuisines collectives servent à ça, à apprendre à cuisiner, à apprendre à magasiner les spéciaux, à faire des recettes avec ce qui est pas cher mais nourrissant, puis pouvoir faire des plats pour toute la semaine. Mais on sent que ça s'est perdu. Là. À l'époque, on avait des cours d'économie familiale et franchement, moi, être dans un ministère quelconque, dont l'éducation, je ramènerais ces cours-là parce que les gens ne savent plus cuisiner. Je suis entièrement d'accord avec vous, Véronique. Le message est lancé. S'il y a des décideurs politiques à l'antenne, on va en profiter, Véronique, pour faire une courte pause et on revient tout de suite après pour parler davantage de vos services. Parfait. De retour au Héros anonyme, je suis avec Véronique Sayer, directrice générale du comptoir alimentaire Drummond. Véronique, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, là, un peu le parcours de la cueillette des aliments disponibles et de quelle manière ils sont livrés et distribués. En fait, nous, au comptoir alimentaire Drummond, on est partenaire avec Moisson Mauricie Centre du Québec. Comme c'est quand même à 1 heure de route, le Moisson, qui est situé à Trois-Rivières, il nous laisse opérer le programme de récupération alimentaire en supermarché. Donc, on a nos camionneurs qui, chaque jour, vont récupérer les invendus dans nos supermarchés, va aussi chez plusieurs distributeurs, dans notre marché public, tout ça. Ensuite, ça arrive au comptoir alimentaire, c'est pesé et trié. Donc, ce qui est plus ou moins comestible va aller en cuisine pour être transformé en soupe, en sauce. Comestible dans le sens... c'est peut-être défraîchi, mais c'est encore bon, là. C'est encore bon. Fait que l'objectif, c'est de moins jeter possible. Donc, ces aliments-là vont être transformés et ça va être remis dans les dépannages alimentaires. Et les denrées reçues, là, également, une fois triées, c'est remis dans les dépannages alimentaires. Puis quand on a des choses vraiment en grande quantité, c'est remis en avant à monsieur, madame, tout le monde. Puis on ne génère pas de résidus parce que nous, on fait affaire avec une ferme qui vient récupérer les résidus, en fait, de ce qui était comestible. Et va nourrir ses animaux avec ça. Vous êtes vraiment zéro déchet, comme on dit. Presque. On s'en vient bon. Et donc, ce qui est distribué, c'est quoi? C'est vraiment un sac d'épicerie, une boîte, des aliments? Qu'est-ce qu'on peut trouver exactement? On a un peu de tout. Nous, en fait, on va donner du lait, des œufs qu'on achète toutes les semaines. Ils ont 2 à 3 portions de viande par personne par semaine. On a 3 légumes, 2 fruits. Et le reste, on a du canage, des pâtes, des sauces. On a beaucoup de pain. Puis si ça va super bien dans les légumes, comme ces temps-ci,
Ben, tu sais, des fois, on monte jusqu'à 8 portions de légumes par personne. Vous parliez des fermes qui interviennent en bout de Oui. piste, mais est-ce qu'eux aussi vous fournissent, parce qu'on parlait de légumes, de lait, d'œufs, ils sont aussi des producteurs? Oui, ben en fait, ils nous fournissent pour le temps des paniers de Noël, Mhm. mais pendant l'année, c'est un peu plus difficile. Mais s'ils ont des surplus, ils ne le mettent pas à la poubelle, là, ils nous appellent, puis on s'organise là, pour aller les récupérer. OK, mais c'est en temps ordinaire, dans le roulement quotidien, c'est plus vraiment une fois que ces aliments-là sont rendus dans les chaînes alimentaires, dans les... Oui, OK. oui, exactement. Puis tu sais, nous, on a des gens aussi, selon leur situation financière, il y en a qui viennent toutes les semaines, mais il y en a qui viennent aussi juste une fois par mois Mhm. ou une fois aux 2 semaines. Fait que c'est là, mais tu sais, je dirais qu'on est assez généreux dans les portions. On soulage la faim, mais je pense qu'on fait un petit peu plus que la soulager, là. Oui, bien, c'est aussi, puis vous parliez d'éducation, mais c'est Mhm. aussi des fois quand on reçoit un panier comme ça, puis on ne sait pas nécessairement quoi faire avec, c'est là que l'aliment peut devenir défraîchi parce qu'on ne savait pas trop comment. Donc, de réapprendre à cuisiner, puis être capable de valoriser les aliments qui sont dans le panier, c'est ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est moins évident, mais justement, on a un projet là qui devrait prendre forme en partenariat avec les cuisines Ah, collectives, excellent. où on va vraiment, les gens, ils vont prendre leur dépannage, puis ensuite de ça, ils s'en vont en cuisine et ils vont apprendre à bonifier et maximiser ce qu'ils ont dans leur dépannage alimentaire. Vous disiez là, que vous avez dû ouvrir vos heures d'ouverture. Oui. Quel impact ça a eu sur votre équipe? Ben, ça fait, là, présentement, il n'y a personne qui a accepté de finir plus tard que 5 heures. Hmm. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert les plages le midi. Ce qu'on n'avait pas, là, les gens avaient 1 heure de pause. Fait que là, on a dû jouer un peu des gens qui vont dîner à 11h30, puis d'autres qui vont dîner à 12h30, Hmm. pour pouvoir laisser des plages ouvertes, là. Et donc, votre équipe, elle est composée de combien de personnes? On est quand même une grosse équipe de Hmm. 20. Ah oui? Oui, parce qu'on a quand même on a beaucoup de bénévoles aussi, Mhm. mais les bénévoles sont davantage au tri, mais on a 6 intervenants sur le plancher. Ah, quand même. Puis je vous dirais que le service est presque toujours plein. Tu sais, nous, on doit faire 300 ménages semaine, à peu près. Donc, 300 familles qui viennent par semaine là, récupérer des denrées. Oui, exactement. Et de quelle manière, je voyais un peu là, que vous avez organisé le travail avec un plateau de travail. Parlez-moi de cet aspect-là de votre organisation. Oui, ben en fait, on accueille des gens qui ont des travaux communautaires à faire. Mhm. On accueille aussi des gens sur des programmes d'employabilité. Donc, ces gens-là, soit ils travaillent la section qui est réfrigérée pour la confection des dépannages, au tri ou à la transformation là, en cuisine. Euh, Puis ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est des gens qui étaient un peu plus loin du marché de l'emploi Mm. ou qui avaient des problèmes de comportement, qu'on peut travailler avec eux pour les réhabiliter à l'emploi. Et je vous dirais que dans 90% des cas, les gens sortent d'ici puis se trouvent un emploi là, Ah, c'est rapidement. bien. Oui. Fait qu'on a des belles réussites. Tu sais, des fois, c'est juste d'avoir grandi dans une famille où tu n'as jamais été valorisé, Mm. où tu n'as jamais eu la table dans le dos, ben ici, ils vont l'avoir, puis ça va faire toute une différence, là. Mm. Qu'est-ce qui vous rend fier dans tout ça, Véronique? Euh, L'esprit de solidarité, je pense, qui se Mm. développe entre tout le monde. Il y a un respect mutuel entre les usagers, les bénévoles, les employés. Il n'y a pas de jugement, puis tout le monde a le droit à ses erreurs, tout le monde a le droit de se Mm. reprendre, puis tout le monde a un potentiel aussi de s'améliorer. Je pense que c'est ça. C'est ce qui nous rallie tous ensemble. Je comprends que vos clients, vos bénéficiaires sont nourris dans leur estime d'eux-mêmes aussi. Oui, Oui. oui, beaucoup. Les intervenants travaillent beaucoup ça. Ramener l'estime, la Mm. confiance, les motiver, les encourager. Tu sais, on a des gens malades qui reçoivent des soins pour le cancer. Mm.
Ben des fois, juste le petit moment qui passe avec l'intervenant, d'avoir le sourire, qui prend de ses nouvelles, tout ça, ça fait toute une différence dans une semaine, puis ça motive à continuer les traitements. Ben, c'est une autre réalité aussi des gens, parfois de famille, les deux travaillent, tout va Oui, bien, là, tout à coup, il y a une maladie qui arrive. On dépasse le fonds qui est prévu pour nous soutenir et on se retrouve là avec une perte de revenus. Je comprends aussi que ça fait partie des clientèles là, qui doivent avoir besoin d'un coup de pouce dans pareilles circonstances. ben oui, effectivement, tu sais, on oublie ces familles-là. Ils ne Mm. sont pas nécessairement pauvres, mais qui vivent une situation de vulnérabilité. On a beaucoup, là, depuis la dernière année, des parents, en fait, qui avaient un enfant malade. Et donc, un parent a arrêté de travailler. Mhm. Ben, on leur demande pas de vendre leur maison à cause de ça ou Mm. de vendre leur voiture. C'est une situation temporaire. Avec des solutions pour que ça devienne... euh, euh, parlant de solutions temporaires ou situations Oui, temporaires, je pense que vous avez des petits enjeux avec votre bâtiment aussi, où ça a été oui. réglé. Non, effectivement, on a des enjeux de Mm. bâtiment. Notre bâtisse, elle est vétuste, donc Mm. en fin de vie. Les ingénieurs nous ont dit que ça donnait rien de mettre des sous sur Ah oui. des réparations parce que ça va des fondations jusqu'au toit, là. Non, Euh, ça a l'air vraiment une situation qui se reproduit à plusieurs endroits au Québec, si on en croit l'actualité ces temps-ci avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et autres. oui. Et Mm. l'hôpital de Drummondville aussi. Oui, oui. Fait que finalement, il y a beaucoup d'enjeux d'infrastructure. Mhm. Fait que nous, en fait, on a trouvé un autre lieu, mais on n'était pas les seuls intéressés. Donc, présentement, c'est en justice. Ah oui. Puis on attend de savoir ce qu'il y en est. N'empêche que de déménager un comptoir alimentaire, quand 80% du financement provient de dons, Mm. euh, c'est pas, euh, c'est Oui, pas évident. c'est des gros défis. Véronique, on va vous souhaiter le meilleur courage dans tous ces défis. Oui, Je rappelle que s'il y a des gens qui veulent vous soutenir par bénévolat et dons acceptés, on peut aller sur votre site Internet, Comptoir alimentaire Drummond. oui, comptoiralimentaire-drummond.com. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été avec nous Merci. et la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup, puis une belle après-midi. Au revoir. Bonjour. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Pour notre deuxième bloc des héros anonymes, nous allons nous déplacer sur le terrain, la vie de quartier à Chicoutimi et particulièrement la vie des adolescents 11-17. C'est un peu le terrain de jeu de la corporation Les Adolescents et la vie de quartier plutôt de Chicoutimi. Et on reçoit la directrice de l'AVQC, Audrey Chartier. Bonjour Audrey. Bonjour. Dites-moi, parlez-nous de l'historique, parce que déjà, juste le nom est particulier. Là. Je me demandais un peu comment c'est né votre organisme. Oui, en fait, ça date déjà là, depuis 1992. Donc, c'est des citoyennes d'un quartier à Chicoutimi qui ont décidé de créer cette entité-là pour accueillir les adolescents, les impliquer dans la vie communautaire. Et au fil des ans, ça s'est adapté, ça s'est transformé et c'est devenu le AVQC qu'on connaît aujourd'hui qui se promène sur tout le territoire du Grand Chicoutimi. Vous dites qu'ils se promènent parce que depuis quelque temps, là, vous avez un beau véhicule coloré là, qui se promène vraiment dans les rues. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'à l'époque, avant qu'on ait le véhicule, les intervenants allaient avec leur voiture personnelle dans tous les quartiers parce que nous, on va vraiment dans les milieux des jeunes, donc les endroits où ils développent leur sentiment d'appartenance. Donc, on les ramène pas à nous, on va vraiment vers eux. Vers eux. Il y a une phrase qui m'interpellait, la différence entre traîner quelque part puis flâner. Comment ça se vit pour un adolescent?
Mais en fait, on s'entend qu'avec les électroniques, les téléphones, puis tout ça, maintenant, c'est un petit peu différent aussi. Là, on va retrouver beaucoup d'adolescents autour d'une table à pique-nique, comme dans les années 2000, là, même principe, mais souvent sur leurs écrans. Flâner, traîner, il y a vraiment une différence. Est-ce qu'il y a une action, par exemple, de vandalisme qui est posée? Est-ce que les jeunes ont envie de saccager un milieu versus ils sont simplement là parce qu'ils veulent sortir de chez eux ou ils veulent rencontrer d'autres jeunes? C'est vraiment ça la différence, là. Parce que dans l'œil peut-être du public, des parents, des grands-parents ou des citoyens, et parfois ils vont voir des groupes de jeunes et certains vont avoir l'impression qu'ils sont en train de flâner ou la police va leur demander de circuler. Donc, comment faire la différence entre c'est normal qu'ils aient des lieux pour être ensemble et dans une perspective où là, ils peuvent déranger l'ordre public? Comment vous vous situez comme organisme dans ces deux différences? En fait, c'est une très bonne question parce que je vais vous donner un exemple. Déranger pour le quartier ou pour les citoyens qui ne sont pas les adolescents. Par exemple, on a des jeunes qui vont aller jouer au basketball. Ils font beaucoup de bruit sur le terrain. Il est rendu minuit, 1h du matin. Ça dérange, il y a une plainte. Nous, nos intervenants vont se déplacer là. Puis en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer au basket avec eux et ils vont leur montrer à le faire d'une façon respectueuse ou de dire peut-être que vous pouvez vous rassembler plus tôt ou de leur faire prendre conscience, en fait, de l'impact que ça a sur le voisinage pour qu'il y ait un meilleur, un vivre ensemble qui est plus facile. Mais il faut aussi redorer le blouson des adolescents parce que c'est pas parce qu'il y a un gros groupe d'adolescents dans un parc qu'il va nécessairement avoir des problématiques. Exact. Et ce matin, c'est le meilleur exemple. On avait la corvée intergénérationnelle pour nettoyer le sentier là, avec une résidence de personnes âgées, un CPE et nos adolescents. Et la quantité de résidents qui sont venus nous voir pour nous dire « Wow, on a vu des ados vaillants, on a vu des jeunes prendre soin, ça fait du bien, on avait un peu peur. Finalement, on réalise qu'on ne devrait pas avoir peur. » OK. Vous voyez que vous avez vu que la perception d'adultes ou de plus âgés sur les jeunes a changé? Oui, plus on s'implique dans les milieux, plus on s'implique de la bonne façon, qu'on montre aux jeunes aussi. Parce que, souvenons-nous, quand on était adolescent aussi, c'est dur pour un adolescent de toujours entendre « les ados, c'est des bonnes, ils traînent, ils font rien. » Donc, de redorer ce blouson-là, de vraiment aller vers eux pour qu'il y ait ce sentiment d'appartenance-là, qu'ils soient fiers d'être des ados. Ils apportent plein de bonnes choses, les ados, là. Oui, bien, tu sais, souvent, on va associer effectivement cette période-là à soit ils traînent en groupe ou bien ils traînent dans leur chambre. Et là, je parle vraiment au sens de ne pas se ramasser. Donc, il y a ces préjugés-là. Donc, comment... puis des fois, c'est pas des préjugés, c'est vraiment le cas. Je suis sûre qu'il y a des parents à l'écoute qui ont des exemples très, 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 très concrets devant eux. Comment vous arrivez justement à leur donner envie de nettoyer un sentier? Souvent, ça vient même d'eux parce que de la façon qu'on fait, où on joue, on utilise en fait ce qu'ils ont besoin. Nous, quand on va dans leur milieu, on va voir, par exemple, des jeunes qui s'apprêtaient ou qui ont fait du vandalisme. Et là, on va les questionner. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils vont sortir, par exemple, ce parc-là, il y a juste des jeux pour des enfants de 5 à 7 ans. Nous, on n'a jamais rien à faire. Nos parents ne veulent pas que nos amis viennent dans le sous-sol ou peu importe. On a besoin d'un lieu pour être ensemble, puis il n'y a rien pour nous. La ville, peu importe. Et là, on les implique. On va aller, par exemple, dans un conseil d'arrondissement, on va aller impliquer Ville-Saguenay avec ces implications-là des jeunes. Et là, on va trouver une façon d'avoir des choses pour eux directement. Et là, c'est sûr que ça vient limiter. Donc, les parents qui écoutent, oui, c'est sûr, là, à travers le Québec, c'est une façon de faire qui est exceptionnelle parce qu'on les écoute, on leur demande qu'est-ce qu'eux ont envie de faire. Puis trop souvent, c'est normal aussi, mais les parents, on va mettre des règles à la maison et tout ça. Mais quand ils sortent, c'est ça, il faut les écouter et savoir c'est quoi leurs besoins, en fait, pour pas tomber du mauvais côté, là. Oui. Puis c'est pas donné à tous aussi d'avoir un leadership, de dire, moi, je prends ça en charge, je m'en vais à la municipalité. Je pense à ma jeune nièce Coralie, elle avait fait ce genre de truc-là, une pétition parce qu'elle trouvait qu'il manquait d'installation pour son groupe d'âge. Elle a décidé de faire ça par elle-même. Mais c'est une jeune fille qui a un leadership extraordinaire, là. C'est rare qu'on voit. Souvent, ils ont besoin justement de ce coup
de ce soutien-là. Et je comprends que c'est un peu ce que vous jouez comme rôle, la corporation AVQC. Oui, exactement. Puis on va aussi simplement dans de l'intervention de les laisser être qui ils ont envie d'être. Mm. Des fois, ils ont juste envie de se changer les idées puis jouer au ballon. Des fois, ils ont juste envie de faire de l'art, de gratter une guitare. Puis d'autres fois, ils ont besoin de parler, ils ont des enjeux qui sont plus poussés. Des fois, ils ont besoin d'être envoyés vers d'autres ressources aussi. Donc, notre rôle est vraiment là ça part de simplement écouter, jouer avec eux à des interventions beaucoup plus poussées, là. J'aimerais ça, Audrey, peut-être comprendre le lien que vous pouvez faire avec d'autres partenaires, bien, notamment la police, parce que tout à l'heure, vous avez dit, il y a une plainte, on va se déplacer. On pense spontanément que la plainte a été faite à la police et qu'en principe, c'est la police qui se serait déplacée et qui aurait dit il est minuit, circuler, etc. Donc, comment vous avez structuré ce mécanisme de partenariat-là avec la police, notamment? En fait, on a les cadets de la police, mais on a un partenariat, notre projet socio-communautaire avec Ville-Saguenay, les travailleurs de rue, AVQC et la police. On a une chaîne, si on peut dire, de façon d'intervenir. Je vous dirais, par exemple, exemple, Place du Royaume, centre d'achat, on s'entend, ça a toujours été les adolescents qui vont flâner au centre commercial. Garda qui est là et Place du Royaume avait une problématique. Leur réflexe a été d'appeler AVQC en premier, avant la police, et de dire, est-ce qu'on essaie? Est-ce que vous voulez venir? Et est-ce qu'on essaie quelque chose? Ils nous ont laissé rentrer notre véhicule dans la Place du Royaume, et là, on est allé à la rencontre des ados. On leur a demandé pourquoi ils étaient là. On est allé sonder. Et qu'est-ce qui ferait qu'ils resteraient dans leur quartier si c'est pas pour magasiner? S'ils veulent magasiner, tant mieux. Mais... On s'entend que c'est parce que c'est un lieu de rassemblement. Oui, exactement. Donc, on est allé chercher et là, on a su qu'il y avait plusieurs nouveaux développements qui n'ont aucun parc. Donc là, on part ça. Même exemple, près d'une école secondaire, Ville-Saguenay nous a écrit, on vient d'avoir un signalement d'un organisme. Il y a des jeunes qui sont allés déterrer toutes les nouvelles plantes qu'on a mis. Il y a de l'intimidation. Et donc, ils ont dit, voici les 4 choses qu'on ferait en ordre. La première, avec CEVA, travail de rue va, les cadets et sinon la police. Donc, nous, évidemment, OK, on change nos plans cette soirée-là, on s'en va tout de suite agir, on s'en va tout de suite les rencontrer. Aimez-vous ça, déterrer des plantes? Bon, on va vous montrer comment en planter. Comment ils réagissent, les jeunes? Ils adorent ça. Nos intervenantes utilisent le langage des ados, ils sont ultra dynamiques. Donc, c'est sûr que les ados, dans ce temps-là, ils peuvent pas faire autre chose que de rire puis d'embarquer avec nous. Puis là, de nous dire, ben oui, OK, peut-être qu'on aimerait ça, puis on leur montre la bonne façon de le faire. Mais comment ils expliquent là, ce geste-là qu'ils ont déterré des plantes? Ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire, ils trouvent ça drôle, l'effet de groupe. Donc là, c'est de dire, ben l'effet de groupe, vous pouvez l'avoir différemment. Oui. J'ai quasiment le goût de vous donner un autre exemple. Oui, allez-y. Des adolescents tiraient des fusils Nerf sur des plus jeunes dans un parc. Et là, évidemment, ben, les plus jeunes, ils n'ont pas envie de se faire tirer dessus s'ils ne jouent pas. Donc, nos intervenantes sont allées puis on dit, OK, vous aimez ça? Ben, on va vous montrer à le faire d'une façon responsable avec ceux qui ont envie de jouer. Donc, on est allé s'équiper. Avec C, on a acheté plein de fusils, des mitraillettes, des choses comme ça. Et là, on a amené des comptes, des obstacles, des parcours. Et chaque semaine, on leur donnait rendez-vous. Et là, on leur montrait à jouer. On développait des techniques d'équipe. On allait vraiment chercher des façons de faire et de dire, ben faites-le avec les jeunes. Faites attention, vous tirez quand c'est des tout petits. Et on les aidait justement à bien organiser pour pas aller déranger, là. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écoute dans votre approche parce que vous êtes à l'écoute, tu sais, du vrai problème et non pas du comportement qu'on peut observer. Oui, tout à fait. De savoir, ça va s'exprimer par tel comportement, puis là, on va brimer ce comportement-là, on va essayer de faire en sorte qu'il n'arrive plus, mais derrière ça, il y a un sentiment, là, vous l'aviez mis, l'idée d'être en groupe, mais surtout qu'on s'ennuie, on ne sait pas trop quoi faire, on a besoin de bouger, on a besoin d'être actif, mais dans les faits, c'est juste que ça s'exprime d'une manière qui est inadéquate.
Oui, puis il ne faut pas oublier, à la maison, il y a un cadre, il y a des règles, c'est normal. À l'école, il y a un cadre, il y a des règles, c'est normal. Puis à un moment donné, dans le monde dans lequel on vit, où tout le monde est pressé, tout le monde court partout, il leur reste combien d'heures par semaine pour être juste des ados? Hum, hum. Puis dites-moi, je vois que vous intervenez dans les parcs. Je voyais aussi les maisons de jeunes aussi. Et là aussi, je suis tentée de vous interpeller de quel lien de partenariat vous faites entre, mettons, une maison de jeunes, parce que je vois que vous organisez des activités en intérieur. Donc, est-ce que c'est pas le rôle de la maison de jeunes, tu sais, de faire ça, ou le rôle se limite à l'intérieur? Comment vous avez développé votre relation de partenariat avec eux? Oui, bien, en fait, c'est drôle parce que je vous parle en ce moment de l'intérieur d'une maison de jeunes. Ah oui? Parce que la corvée était faite en partenariat avec la maison de jeunes et le Chicoutimi, un parc où on fréquente. Normalement, nous, on n'ira pas dans le parc où il y a une maison de jeunes parce qu'ils sont desservis, quoiqu'on n'a pas toujours la même clientèle. Mais le partenariat, par exemple, on monte nos horaires d'été en ce moment. Et là, on demande à la maison de jeunes, pouvez-vous nous dire quand vous allez être à l'extérieur avec vos jeunes pour des sorties? Nous, on va venir couvrir le parc pour ceux qui ne vont pas en sortie. Ah, d'accord. On a aussi des jeunes qui, parce que faut pas oublier, moi je trouve ça exceptionnel, les maisons de jeunes, mes filles utilisent les maisons de jeunes, mais c'est pas nécessairement la même clientèle parce que des adolescents qui n'ont pas de problématique à cadrer dans les règles d'un endroit sont à l'aise d'aller dans une maison de jeunes, sont à l'aise de socialiser. Mais nous, on a beaucoup de jeunes quand on se déplace dans leur milieu, que ce soit dans les parcs, mais aussi les HLM ou les cours d'école, ben ces jeunes-là ont peut-être plus de difficultés à socialiser ou d'autres enjeux à travailler, et c'est eux qu'on va rejoindre. Oui, je comprends très bien. Puis, tu sais, même, je me rappelle mon fils, quand il était plus jeune, juste l'idée d'entrer dans une maison de jeunes, ça le gênait, puis... C'est que finalement, il n'y allait jamais, même si je lui disais, je suis passée, il semble avoir plein d'activités intéressantes. Finalement, ben c'est ça, il restait avec ses amis dans un parc, au lieu de faire le pas de dire, je vais rentrer, je vais aller voir ce qu'ils offrent. Oui, totalement. Puis nous, en fait, là, on se déplace dans un parc, on voit 4-5 jeunes qui jouent au basket. On force rien. On est vraiment dans le volontariat total pour les jeunes. Donc, les intervenants déposent le sac à dos orange en évidence et attendent sur le bord, voir, ou des fois, deuxième fois, troisième fois, est-ce qu'on peut jouer avec vous? Et là, développer tranquillement ces liens-là. Ultimement, si nos jeunes, à force de travailler comme ça, sont prêts à aller dans une maison de jeunes après avoir fait du temps avec nous, tant mieux. Donc, le sac à dos orange, c'est votre sac un peu qui identifie la corporation? Oui, oui. Bien, Audrey, on va faire une courte pause et puis on continue notre entretien tout de suite après. Merci. Dernier bloc des Héros anonymes, nous poursuivons notre discussion avec Audrey Chartier, directrice de la corporation Les adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi, qu'on résume avec AVQC. Alors là, il y a ce fameux sac à dos orange. Là, évidemment, on est à la radio, on ne le voit pas sous les yeux, mais comment vous avez fait pour que ça devienne un symbole reconnaissable par les jeunes? En fait, c'est un peu le même principe que les travailleurs de rue avec des couleurs différentes. C'est sûr que nous, on est les seuls au Québec à le faire. On s'inspire quand même des autres plus gros regroupements. À faire quoi, Audrey? Oui. À faire, pardon? Vous dites que vous êtes les seuls au Québec à le faire. Quel type d'action? À faire du travail de milieu, à vraiment faire de l'intervention au travers de l'animation en se déplaçant dans le milieu des jeunes. Donc, des fois, il va y avoir une personne ou deux qui vont avoir une approche différente dans une autre équipe, mais nous, on a vraiment, là, on cette expertise-là uniquement.
Donc, le sac à dos orange, c'est sûr que nous, quand on se déplace dans les parcs, dans les milieux, on a besoin de matériel. On a aussi des trousses de naloxone, on a premiers soins, mais on a aussi des jeux de société, des ballons, des jeux de cartes, des crayons, peu importe là, ce qui pourrait intéresser des adolescents. Donc, le sac à dos va de soi. Les intervenants doivent en avoir un. Donc, on s'est assuré de l'avoir très visible puis intéressant, là. Donc, est-ce que je comprends, si on voulait résumer ce que vous êtes et votre particularité, c'est que vous avez créé une approche qui mixe autant l'innovation, l'animation plutôt et l'intervention? Oui, exactement. Parce qu'un travailleur de rue, par exemple, va faire l'intervention et va y aller tranquillement en apprivoisant. Mais si je comprends bien, il n'arrive pas avec un paquet d'articles de sport dans sa voiture. Non, exactement. Exactement. Donc, c'est ça. Parlez-nous de ça, ce véhicule-là. Est-ce qu'il est orange aussi? Il y a effectivement beaucoup d'orange dessus. Puis évidemment, nos partenaires, là, c'est le Club des Lions de Chicoutimi, Fondation Cogir, Club Kiwanis et Club Richelieu, qui se sont mis ensemble mais qui ont divisé la facture pour le véhicule, qui change notre façon de faire. Parce que tout à l'heure, vous disiez que des fois, on va à l'intérieur. Oui. On avait des locaux de la ville de Saguenay, surtout l'hiver et tout ça, mais ça pouvait s'approcher dans certaines situation d'une maison de jeunes et c'est vraiment pas ça qu'on fait. Donc, avec le véhicule, on peut vraiment aller partout et là, c'est un véhicule de transport de matériel. Donc, on passe pas du temps à l'intérieur, mais il a été tout adapté pour qu'on puisse transformer en fait n'importe quelle rue, n'importe quel parc en atelier, que ce soit artistique, sportif. On a tout le matériel nécessaire à l'intérieur. Là. Il paraît que vous avez même des slushs gratuites. Oui, on a une machine à slush, puis effectivement, on se promène. C'est une façon d'engager des discussions, puis on commence à nommer nos saveurs pour, par exemple, la rouge qui va être nomme-moi un red flag. Donc, c'est notre saveur red flag, et là, on va aborder des sujets. Oui. C'est quoi les autres? Pardon? J'aime bien le lien que vous faites, c'est une belle imagination. Donc, le fait que la slush est rouge, red flag, c'est comme une ouverture à parler. Oui, exactement. Puis green flag, on fait un jeu avec ça. Là, pour avoir la slush, ils doivent nous parler de eux, ce qu'ils considèrent comme un red flag, un green flag. Donc, on fait beaucoup de prévention, de sensibilisation en fonction de l'animation. Ça, c'est un exemple parfait, là. Okay. Donnez-moi un exemple de ce que, juste pour ceux qui peut-être sont moins familiers avec l'idée d'un red flag, là. Donc, qu'est-ce que les jeunes disent comme, je sais pas moi, risque, danger ou signal qu'ils devraient entendre? En fait, cette semaine, quand on a fait l'exercice des red flags qui sortaient, donc des comportements à faire attention quand on est en relation. On entendait, il est toujours sur son cellulaire ou elle est jalouse, possessive. Et là, on part des discussions là-dessus. OK, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Puis là, on voit qu'il y en a qui vont nommer 10 red flags parce qu'ils ont besoin d'en parler. Puis il y en a d'autres qui cherchent vraiment beaucoup. Puis on se dit, OK, peut-être qu'on a besoin de pousser un peu, là. Ah, c'est vraiment intéressant, le type d'approche. Et j'ai comme l'impression, peut-être, là, que c'est une approche qui serait utile auprès d'autres types de clientèle. Est-ce que vous avez déjà été approché par d'autres groupes, que ce soit les personnes âgées ou les enfants plus jeunes? Bien, en fait, souvent, quand je fais des recherches là, pour des demandes de financement, je m'inspire du travail de milieu pour les aînés. Donc ça existe déjà pour les sortir de l'isolement. Donc, eux, ils ont des options de ce côté-là. Mais oui, on se fait demander, là, les jeunes adultes, on se fait demander de baisser nos âges aussi. Il faut faire attention parce qu'on n'est pas non plus des animateurs de camp de jour. Donc, elle est vraiment là, la nuance, la différence. Les gens vont avoir tendance à penser que parce qu'on joue au ballon, puis tout ça, on fait juste aller désennuyer les jeunes, mais c'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'aller dans de l'intervention. Qu'ils s'en rendent compte ou pas, les jeunes, on est quand même transparent, mais le but, c'est vraiment d'aller travailler là, sur des aptitudes, des compétences, puis de leur permettre d'avoir aussi accès
à des intervenants là, s'ils ont des besoins, puis que ces lots ne sont pas desservis encore, sont sur des listes d'attente. Oui, on comprend que le ballon ou les crayons à colorier ou les pastels, peu importe, ça avec quand même la slotch, ça sert vraiment de manière d'entrer en contact. Exactement. Parlez-moi aussi du volet plein air et aventure. Oui, on a eu une subvention de ce côté-là. Donc, c'est un volet qui est à part. Mm-hmm. C'est seconde nature, on l'appelle. Et là, on attend la réponse pour les 3 prochaines années. Donc, on verra. On vous le souhaite. Oui, mais c'est exceptionnel parce que c'est des jeunes qu'on est allé trouver dans leur milieu, justement, et qui ont développé cette passion-là de prendre soin de la nature, d'en apprendre plus sur le plein air, de fabriquer des boussoles, des gourdes isolées, d'aller faire de la cuisine sur le feu. Ils font des ateliers à chaque semaine, 2 semaines, avec des intervenants en intervention par le plein air. Et par la suite, ils préparent une grosse expédition, mais c'est eux qui définissent quel type d'expédition. Donc, on a un jeune, à un moment donné, qui a dit on veut une expédition de pêche. Et là, les intervenants, parce que c'est vraiment par et pour les adolescents. Donc, plutôt, je le disais aussi, là, ça vient d'eux. Donc, ils ont monté une expédition de pêche. On a, à la fin mai, une expédition entre filles où on va aller travailler beaucoup de choses de ce côté-là. On a une expédition entre gars. Ils vont être 11 ou 12 garçons à partir aussi. Et puis, on en a qui sont mixtes. Là. Donc, on va travailler tous les aspects là, de survie, de leadership au travers de ça. Et chaque année, ça pousse un peu plus loin. Donc, on a eu les premières expéditions où on leur montrait beaucoup de choses. Et là, on est rendu, après 3 ans, à les impliquer pour qu'ils montrent des choses aux plus jeunes qui commencent en plein air. Donc, on poursuit le travail de transmission. Oui. Dites-moi, est-ce que c'est des approches qui ressemblent un peu à ce que certains jeunes peuvent avoir connu dans les scouts ou les louveteaux, les Jeannettes? Il y a des choses qui se ressemblent, oui. Par contre, c'est vraiment... il y a un baccalauréat en intervention en plein air, donc c'est vraiment... je pourrais pas rentrer dans les détails parce que moi, je ne l'ai pas fait, mais mes intervenants sont excellents là-dedans. Là, il y a vraiment des techniques d'intervention. Puis je vous dirais qu'en ce moment, on arrive à un point où c'est même difficile pour eux de se trouver des superviseurs cliniques parce que là, on commence à avoir beaucoup d'expertise là-dedans et c'est à pousser encore plus loin au Québec. Là. On a beaucoup à apprendre encore, là. Oui, bien, j'imagine déjà le respect de la nature fait qu'il y a peut-être moins de justement de plates-bandes qui sont saccagées. Oui, effectivement. Je me demande, Audrey, est-ce qu'il y a pas un manque, tu sais, de rite de passage chez les jeunes, tu sais, quand on atteint une autre étape ou, tu sais, dans certaines communautés, dans le temps des communautés culturelles, justement, on envoyait les jeunes 2-3 jours dans la forêt, puis il fallait survivre. Et quand tu revenais, ben, tu avais atteint une autre étape. Tu sais, sans dire de reproduire ça, est-ce qu'il n'y a pas un peu de rite de passage dans ce que vous expliquez? Oui, c'est certain, mais sans parler de survie de 2 jours, de 3 jours, juste de passer plus de temps. Puis ça, je vous dirais, là, parler avec mon intervenante Claudel, c'est exceptionnel, elle respire cette passion-là. Mais de les amener, les jeunes, juste aujourd'hui encore, la corvée de nettoyage, c'est un sentier qui a besoin d'aménagement. Et la santé publique, les intervenants, tout ça, là, on est allé le nettoyer, le sentier, mais ils réalisent à quel point c'est nécessaire de l'aménager mieux, puis que les jeunes vont avoir envie d'aller passer du temps là, puis de se ressourcer ou quand ils vont pas bien, de développer ces réflexes-là, de se retourner vers la nature. Bien, comme vous le dites, c'est des compétences en leadership. Quand on a fait attention à un endroit, on y a contribué, on a plus envie justement d'être précautionneux puis d'en prendre soin. Oui, puis même nous, comme adultes, on prend pas assez de temps. Souvent, on réalise une fois qu'on y va, puis qu'on entend les oiseaux, qu'on est entouré d'arbres, on sent le bienfait, mais souvent, on met ça de côté parce qu'on est pressé. Donc, Audrey, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? Je vous dirais aller à la rencontre d'encore plus de jeunes, d'être capable, dans leur milieu, de les rejoindre peut-être sur leur téléphone, de vraiment leur dire qu'on est là puis qu'on peut pousser ça plus loin, de l'amener à travers le Québec aussi, cette approche-là, parce qu'on voit la différence.
Bien, c'est ce qu'on vous souhaite, d'avoir ces vœux exaucés. Puis j'aime beaucoup votre approche. On est vraiment dans l'innovation sociale et je suis sûre que ça peut être inspirant pour beaucoup d'autres types de problématiques. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et un gros merci, comme d'habitude, à notre formidable équipe, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, Chantal Doré avec vous. Si vous avez envie de passer plus de temps avec nous, tous nos épisodes sont offerts en format balado-diffusion sur canalem.vuesetvoix.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de balado-diffusion telles Spotify. Et je rappelle qu'aller faire une grande marche dehors, ça fait vraiment du bien. Alors écoutez-nous, découvrez de nouveaux héros anonymes et je suis convaincue qu'ils sauront vous inspirer à réinventer un petit bout de votre quotidien. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour la semaine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.